Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir l'animatrice et journaliste Danielle Moreau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous publiez Les enfants de la radio, souvenirs intimes des grandes voix. C'est aux éditions Hors Collection. Alors, c'est un livre qui s'explique par votre parcours, parce que vous êtes vous-même, on peut le dire, une enfant de la radio. Exactement. Et je me croyais un peu comme... Ouais. Souvent, on se croit seul au monde à vivre. Parce que vous avez partie du public, vous avez été figurant, comme on dit dans le public. Voilà, vous avez été candidate pour des jeux. Vous avez tout fait. Vous avez été productrice, vous avez été standardiste, vous avez tout fait. Hein. Oui, vraiment tout. Et en commençant vraiment par cette passion et j'ai voulu voir ce qui se passait dans cette petite boîte, quoi. Quand on connaît personne dans ce milieu et qu'on écoute la radio, on se dit mais comment et le fait d'assister aux émissions, d'aller dans le public, ça m'a rendu un petit peu réel les choses qui me paraissaient irréelles. Vous avez été chroniqueuse comment dirais-je, du Fou du Roi, je crois. Exactement, pendant 7 ans avec Stéphane Bern au Fou du Roi, émission. Et puis avec Cyril Hanouna plus récemment. Alors ça à la télé, oui. D'accord. Alors c'est un livre, on peut dire, d'entretien, d'interviews, de rencontres. C'est comme ça que vous avez construit. Exactement, j'ai interviewé 45 personnalités, 45 passionnés de radio. Et on connaît l'expression les enfants de la télé, c'est même une émission, mais en fait vraiment j'ai trouvé que la radio ça avait un côté beaucoup plus affectif, et souvent si on écoute une radio, si on a une préférence pour une radio, ça vient de l'enfance, ça vient de ce qu'on écoutait avec ses parents. Donc je voulais vraiment mettre ça en valeur, cette passion. Et vous, qu'est-ce qui vous est resté de la radio? C'est quoi vos souvenirs d'enfance? Moi j'écoutais beaucoup Pierre Bellemare, Pierre Bellemare qui vient de nous quitter. Exactement, et donc c'est le midi, les jeux, et puis ces histoires extraordinaires. C'est pareil pour Stéphane Bern qui arrivait en retard tous les jours parce qu'il voulait écouter la fin de l'histoire. Donc ça c'est vraiment vrai que Pierre Bellemare, il a marqué des générations de Français. Et puis aussi un couple qui m'a fait hurler de rire, c'était Fabrice et Sophie Garel, dit l'empereur et Mémène. Pareil, ils étaient sur RTL, un peu à l'heure de déjeuner aussi. Et c'était une liberté de ton. On voit Fabrice, peut-être que ce visage va rappeler des souvenirs. C'était surtout une voix, mais il a aussi fait de la télé. Après, il a fait la classe, il a présenté la classe, mais c'était une liberté de ton incroyable. Qu'est-ce qui fait la force de la radio, en fait, la différence de la radio? C'est un petit peu bête, mais c'est qu'on n'a pas l'image. Alors tous m'ont parlé de la même chose. Ça provoque, on se fabrique soi-même des images, on est soi-même son metteur en scène. La voix, c'est l'imaginaire. Donc moi, par exemple, je me suis rendu compte à quel point c'était justement l'imaginaire. J'écoutais beaucoup Les Grosses Têtes. C'était vraiment mon émission aussi. Les Grosses Têtes sur RTL. Je me faisais virer des cours à 16h30 quand les cours continuaient après 16h30 pour avoir mon petit transistor et écouter Les Grosses Têtes. C'était Philippe Bouvard à l'époque. Voilà, c'était Philippe Bouvard. Et un jour déboule Olivier de Kersauzon, une nouvelle grosse tête. Et Olivier de Kersauzon, il faut penser que c'était... Alors aujourd'hui, c'est Laurent Ruquier, parce qu'on voit Ruquier là. Exactement, mais là, c'était moi, ma jeunesse, c'était Philippe Bouvard. Et Olivier de Kersauzon arrive, grand marin, mais il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Wikipédia. Et je ne savais pas quelle tête avait Olivier de Kersauzon. Et pendant des semaines et des semaines, j'ai entendu Olivier de Kersauzon et je me suis fabriqué mon Olivier de Kersauzon, c'est-à-dire je ne savais pas quel visage il avait. Et alors il correspondait Et ben oui, parce que ce côté bourru qu'il peut avoir, les cheveux en bataille et tout ça, j'étais pas trop déçue quand je l'ai vu. Mais voyez, ça c'est la radio, c'est la magie de la radio. Alors ce livre, vous comment dirais-je, vous remontez dans l'histoire, parce que les débuts de la radio, c'est les années 10-20, alors dans les années 30-40. Alors ce qui est marrant, c'est que dans les années 30-40, on regardait la radio en fait. On était la famille était autour de la radio et on la regardait, quoi. Les plus anciens que j'ai interviewés, c'est-à-dire Jean Piat, c'est-à-dire Zappy Max qui a fêté ses 97 ans hier, qui a été une des premières stars de la radio. Et lui, son premier poste est arrivé quand il avait 10 ans. On voit là des images. On voit des images de gens qui regardaient la radio, ça doit être pendant... c'est les postes à galène, c'était vraiment le gros poste trôné dans le salon. Comme la télé, exactement, on regardait la radio. Et alors la révolution, c'est le transistor. Et en fait, si les yéyés ont pris autant d'importance dans les années 60, si Johnny est devenu Johnny, c'est parce que les adolescents ont pu avoir leur transistor et écouter dans leur chambre la musique qu'ils avaient envie d'écouter. Parce qu'avant, on regardait avec ses parents la radio et les gamins étaient obligés d'écouter Tino Rossi et Edith Piaf. Ce qui est très bien, mais pour eux... Ils avaient envie d'autre chose. Pour tous ceux qui nous regardent aux quatre coins du monde, en France, il y a eu les radios privées, vous en avez parlé d'RTL, ce qui est né dans les années 30, puis RMC dans les années 40, Europe 1 dans les années 50, et puis il y avait les radios publiques aussi. Donc d'abord, c'était la radio, on appelait ça la RDF, la radiodiffusion française. Exactement. Et puis c'est devenu aujourd'hui France Inter, France Culture, France Musique, etc. Et c'était un peu la voix, c'était l'État, c'est moi, c'était De Gaulle en 63, c'était vraiment la voix de la France. Voilà, exactement. Et puis on s'en rend compte en 68. En 68, c'est la
seule fois où RTL et Europe 1 ont été les deux seules radios écoutées. La télé était en grève, la radio d'État était en grève, donc c'était presque le monopole d'Europe 1 et de RTL. Alors vous l'avez dit, dans ce livre, il y a eu 45 personnalités. Alors je vais en citer quelques-uns. Vous avez parlé de Zapimax. Zapimax, donc, qui était un des précurseurs de la radio. Il a 97 ans, il vit toujours. Il a 97 ans. Je l'ai fait venir à Paris cette semaine pour une petite fête pour remercier. On le voit là, on voit sa photo. Alors, évidemment, les plus jeunes ne connaissent pas son nom, mais beaucoup se souviennent encore de ce nom. Mais Jean-Pierre Foucault m'a dit, mais vous ne pouvez pas imaginer ce qu'a été Zapimax, parce qu'il n'y avait pas de télé à l'époque, il y avait très peu de radio. Ça a été une star, mais incroyable. Comme Maurice Biraud. Maurice Biraud, qui était l'idole d'enfance de Coluche. Si Coluche a voulu faire de la radio sur Europe 1, c'est parce que Maurice Biraud était sur Europe 1. J'en cite quelques-uns pour le plaisir. José Arthur, Jacques Chancel, Fabrice Figarel l'avait dit, Georges Lang, évidemment, sur RTL, Anne-Marie Pesson, Marsha Béranger, les femmes aussi, Ménie Grégoire, Stéphane Bern. Où sont les femmes? Parce que la radio, dans les années 70, c'était quand même très machiste. Hein. Alors, je vais terminer notre entretien en citant la phrase de Pierre-Jean Vaillard qui disait « J'adore la télévision, mais en fermant les yeux, c'est presque aussi bien que la radio. » Et voilà, ça résume tout. Merci Daniel Moreau. Donc, Les enfants de la radio aux éditions Hors Collection. Merci.